a ses propres potentiels à lui ou c'est dans quelle réflexion? Puisqu'ici, vous nous avez bel et bien précisé dès le début qu'aujourd'hui, on va, en rapport avec ce qu'on va faire, ça concerne les enfants ayant un âge variant entre 3 et 11 ans. Maintenant, c'est là où je voulais comprendre si on veut aller dans le sens d'étudier la différence individuelle ou comment. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ambos procesos tienen que En ver fait, la semaine de dernière, cómo nous avons parlé de bienveillance et de structure, n'est-ce pas? Eh bien, cela signifie fournir de la sécurité et de l'information. Lorsque nous parlons d'information, oui, c'est vrai, nous avons l'impression que si nous donnons la même instruction, les mêmes indications, tout le monde devrait obtenir le même résultat. En tant qu'adultes, nous devrions donc être sensibles. Nous sommes tous sensibilisés au thème de l'enfance et pourtant. Et donc, très souvent, nous souhaitons que tous les enfants arrivent au même résultat en suivant les mêmes instructions, en négligeant les différences individuelles, leur propre processus d'épanouissement et de développement, leur contexte, etc. Et dar sans mejores instrucciones y cómo podemos hacerlo parler mejor como adultos. de Alguien decía, comment nous diste la pouvons nous donner des instructions plus claires en tant qu'adultes. pueden repetir y van a ver que el resultado siempre Alors voilà justement l'interprétation de cet exercice. On pourrait le répéter, le résultat sera différent. Cela est lié au fait que, en fait, nous donnons donc des instructions très rapidement dans nos salles de classe, par exemple, et nous sommes convaincus que tout le monde va les comprendre de la même façon, et après, on ne comprend pas pourquoi les résultats sont si différents les uns des autres. Alors voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment aborder ces différences? Eh bien là, je vais de nouveau faire un partage d'écran et nous allons continuer. Donc, alors une question. Ok, adelante. Là, nous avons une question. Importante Non, apparemment plantear non. Alors on continue, d'accord. de Alors la infancia justamente voilà. la Alors pour ce qui est de la petite enfance, ok, il faut bien comprendre l'importance de ce lien qui s'établit entre l'enfant et ceux qui le prennent en charge. Et donc, ce lien va être extrêmement important pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Et lorsque l'enfant se sent y luego sûr entonces physiquement, euh, saludable del cerebro. Si no il brindamos pourra se seguridad, développer los de façon salutaire, de façon saine. a nivel de su Si ce cerebro lien n'est pas más bon, bien sûr, l'interaction, les rapports, tout ça deviendront beaucoup plus difficiles par la suite. Alors, de la même façon, la sécurité émotionnelle permet de développer des interactions sociales positives et de là un développement émotionnel sain. Et donc, il s'agit surtout de fournir des cómo ayudar bases de bonne qualité pour que les muestra enfants seguridad a su vez puissent se sentir en sécurité et comment cette sécurité va ensuite primera avoir une infancia. influence dans tout le processus de développement. Alors, pendant la petite enfance, il faut absolument faire attention à ces éléments puisque c'est sur ces piliers que va reposer tout le développement de l'enfant. Il faut absolument également travailler au niveau de la communication. Alors, là, nous parlons de l'âge préscolaire jusqu'à la puberté, mais il faut retenir que sans attachement, sans confiance, sans communication, on ne pourra pas atteindre les objectifs espérés. Alors, c'est vrai, les enfants peuvent présenter des faiblesses, des Pilares del fragilités, des desarrollo. difficultés, mais ces trois piliers, l'attachement, la confiance et la communication respectueuse vont jouer un rôle fondamental.
Et donc, cela signifie que nous devons tenir compte de tout cela pour pouvoir nous orienter. Alors là, nous allons parler de la première année de vie, donc de 1 à 2 ans. Alors, à ce moment-là, les enfants veulent être indépendants, ils bougent beaucoup, ils veulent apprendre des choses, ils aiment explorer, ils veulent tout toucher, tout voir, tout essayer, tout goûter. Et l'on peut dire que l'enfant est là comme un homme de science, un chercheur qui justement essaye de tout découvrir, donc d'expérimenter. Creo que activado algún micrófono, si pudiéramos silenciarlo. Alors, apparemment, il y a un micro allumé. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Alors, dans le cerveau d'un enfant d'1 an, nous allons trouver à peu près 100 000 millions de neurones qui seront indispensables pour établir des connexions. Chaque neurone, chaque cellule cérébrale est connectée avec d'autres, à peu près 1000. Et donc, c'est les possibilités d'un enfant à cette étape sont illimitées. Et c'est lorsque l'enfant court, saute, goûte, il établit des connexions à travers, donc, qui vont justement créer son expérience. La cuarta reaccionan con violencia de desarrollo mucho menos Et fluido. donc, Alcanzar un potencial mucho más bajo. et c'est ce qui va ensuite lui permettre d'atteindre un potentiel. Selon ces connexions, le niveau de l'apprentissage est différent. Donc, alors, est-ce que tu peux répéter, Abel? Oui. Alors, lorsqu'un enfant n'explore pas, lorsqu'il n'a pas cette possibilité d'explorer, il aura un potentiel beaucoup plus réduit tout au cours de son développement. Un enfant qui n'explore pas a un horizon très limité, alors qu'un enfant qui explore est un enfant qui élargit son monde et donc qui aura des limites beaucoup plus larges qui lui permettront de se débrouiller en quelque sorte avec plus de facilité. Donc, il faut qu'il puisse établir beaucoup de connexions et donc il va associer l'apprentissage à la joie, au bien-être et cela va être extrêmement utile pour sa formation. Ubicado justamente Alors là, en este primer bloque de 3 a 5 años, los niños hacen là, nous muchísimo. passons aux enfants de 3 à 5 ans. C'est la période des questions. L'enfant pose beaucoup de questions. Et c'est la période pendant laquelle ils aiment aider, ils veulent aider. Et ils sont toujours en train d'expérimenter. Ils veulent goûter, savoir, toucher. Et là, l'imagination, donc l'imagination liée au jeu, à la peur, etc., aux craintes. Et là, la frontière entre imagination et réalité est extrêmement fragile. À partir de ce moment, les enfants commencent à apprendre à connaître leurs émotions. Et donc, il s'agit là d'une étape au cours de laquelle de très nombreux parents utilisent les menaces ou parlent de figures imaginaires, de personnages imaginaires pour corriger la conduite de leurs enfants. En Amérique latine, on parle d'un monstre qui va venir prendre l'enfant s'il n'obéit pas ou de la police, etc. Lorsqu'on dit ce genre de choses, lorsque pour les adultes, il s'agit bien sûr d'une plaisanterie ou d'une situation irréelle. Il faut se rappeler que pour les enfants, cela n'est pas irréel. À cette étape, tous ces éléments de fantaisie sont des éléments qui peuvent générer des craintes très profondes, car il y a très peu de distance entre la réalité et l'imagination à cet âge-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer
à connaître leurs émotions. C'est vrai que cela commence avec leur naissance, mais à partir de ce moment-là, donc il va commencer à donner un nom à ses émotions. Alors, lorsqu'on demande à un enfant de 3 ans d'avoir de l'empathie et de mettre ses chaussures, eh bien, la frustration va être très grande. En fait, c'est pas que l'enfant ne veut pas le faire, mais c'est qu'il ne peut pas le faire, car ce n'est qu'à partir de ce moment-là, de cet âge, que ce lien entre pensée et sentiment va commencer à se créer et à se développer. Presentación. Ajá. Ahora, comportamientos típicos. Alors, quels sont les comportements typiques à ce stade? Donc, les enfants sont très distraits parce que c'est le cerveau, leur cerveau est en train de s'ouvrir au monde et ils souhaitent explorer le plus possible. Et les enfants, à ce stade, sont intéressés partout, par tout ce qui les entoure. Ils veulent être indépendants et ils peuvent avoir du mal à faire des transitions d'une activité à une autre. Par exemple, lorsqu'on dit à l'enfant, allez, il faut prendre ton petit bain, l'enfant ne veut pas, il pleure, il fait, et après, quand il est dans son bain, on lui dit, allez, il faut sortir, et il veut pas, il veut rester dans son bain. Alors, cela peut nous sembler très peu important, mais par contre, au contraire, c'est extrêmement important. Par exemple, lorsque on refuse, par exemple, que l'enfant emmène avec lui un jouet lorsqu'on sort de la maison, eh bien, pour lui, c'est extrêmement important qu'il puisse le faire. Euh, Et qu'est-ce que nous voyons ensuite? Nous voyons qu'au niveau du cerveau, chaque fois que nous apprenons quelque chose, une nouvelle connexion est établie entre les cellules de notre cerveau. Alors voilà, un enfant entend le bruit d'un avion, elle a peur par ce bruit, mais si son père est là et lui parle de façon à la tranquilliser, à la rassurer, eh bien, il lui explique c'est un avion, qu'est-ce que c'est, le pourquoi, le comment. Les choses sont différentes. Et donc, créer un chemin neuronal, c'est comme créer un chemin dans la jungle. En parcourant le même chemin jour après jour, la voie est tracée. Mais si nous cessons de frayer et de défricher le chemin, la forêt vierge, elle va tout recouvrir en très peu de temps. C'est un peu ça. Donc, plus vous parcourez cette route, plus elle sera définie, plus il sera facile de la suivre. Et donc, ces connexions neuronales facilitent les choses, elles facilitent la communication de l'information, etc. Alors, par exemple, imaginons que nous sommes chez nous, à la cuisine, et pendant que nous cuisinons, nous avons près de nous notre enfant, notre fils, notre fille, notre neveu, notre nièce, petite fille, petit garçon. Et cet enfant nous demande s'il peut nous aider. Il a 4 ans et là, nous sommes en train de travailler avec des couteaux, des fourchettes, des ciseaux et on peut craindre en tant qu'adulte qu'il se fasse mal. Et on va lui dire non, tu ne peux pas nous aider et il va pleurer. Alors, en suivant cette séquence de discipline positive et de parentalité responsable, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que parent dans cette situation? Alors, que feriez-vous si vous étiez à la place de ce père ou de cette mère? Alors, je lui donnerais un couteau en plastique, par exemple, avec lequel il ne pourra pas se couper. Et puis, je pourrais lui donner d'autres outils, et pas nécessairement un couteau, et de cette façon, lui permettre de participer à la préparation du dîner, du repas.
no incluya mucha Oui, Ok. ben, je le ferai participer dans des activités qui ne demandent pas nécessairement l'emploi d'un couteau, par exemple. Oui, très bien. Alors, remarquez, il y a un élément très important qu'il faut souligner ici. Si nous revenons un peu à sur ce que nous avons dit la semaine dernière, eh bien, si un enfant demande notre attention alors que nous sommes occupés, il faut toujours nous souvenir qu'il est important de savoir comment se sent cet enfant à ce moment-là. Nous devons comprendre son besoin d'explorer et son besoin de collaborer également. Eh bien, tout d'abord, bien sûr, il faudra être bienveillant et donc nous connecter avec ce besoin de l'enfant, reconnaître ce besoin et le féliciter pour son désir d'aider, de collaborer à la tâche. Et à partir de là, nous pouvons lui permettre de nous aider. Bien sûr, nous n'allons pas lui confier un couteau affilé, mais nous pourrions, par exemple, là, je vais faire un autre exemple du Venezuela, mais un exemple qui pourrait s'appliquer dans d'autres contextes. Mais par exemple, si vous êtes en train de préparer votre pain, euh, et si votre enfant veut faire du pain lui aussi, eh bien vous pouvez lui donner une petite boule de pâte et lui, il est convaincu qu'il contribue au processus de préparation du pain et, Cocinar. Muchos et padres donc nous pouvons continuer de notre saben côté cocinar à préparer notre repas et puis en de même temps, hijos. nous avons pu satisfaire Por un supuesto, besoin de l'enfant. En fait, très généralement, les parents préfèrent éloigner l'enfant de la cuisine parce que c'est vrai, le four est chaud, il peut se brûler, il y a le feu qui est allumé, etc. Mais cela, en fait, ne tient pas compte de ces besoins. Donc, il faut adopter des modèles de comportement qui nous permettent justement de développer una son besoin d'autonomie, d'indépendance, etc. Et donc, voilà comment nous pourrions répondre à ce besoin à ce moment-là plus tard, lorsque cet enfant deviendra adolescent. On voudra qu'il soit collaborateur, qu'il désire aider, collaborer, accompagner, etc. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on doit construire très tôt, en bas âge. Alors, continuons. Je crois qu'il est important de comprendre que la sécurité correspond dans une certaine mesure à ce que nous pourrions définir un aliment pour le cerveau, donc de la nourriture du cerveau. Donc, faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité et qu'ils souhaitent par conséquent connaître entonces, le monde qui les entoure, explorer ce monde. Donc, développer des rapports, des relations fortes et bienveillantes qui favorisent donc des connexions saines entre le cerveau émotionnel et le cerveau pensant. Et donc, il faut fíjense, encourager la formation de la connexion entre nos cellules cérébrales. Et là, cela signifie être en mesure d'exprimer, de s'exprimer, de chanter, de jouer, de lire, etc. Et là, nous avons la transition entre le foyer et l'école, le jardin d'enfants, etc., dans la maternelle. Donc là, l'enfant sera en contact avec habrá d'autres adultes qui n'appartiennent pas à son entourage familial. Et puis, il y aura également une relation avec d'autres enfants. Et là, il s'agit d'une étape fondamentale. Freud parlerait de l'enfant ou du bébé à ce stade comme de l'enfant roi. Et cela est d'autant plus vrai s'il s'agit d'un fils ou d'une fille unique.
où les parents sont entièrement Entonces, à la buena parte de disposition la rutina de la familia de l'enfant. en torno al niño Et donc, y cuando c'est très souvent a ce la qui arrive actividad escolar et se la va a routine encontrar con que familiale hay tourne otros. autour de l'enfant. Et lorsque Yo utilizo l'enfant arrive à la maternelle, à l'école en casa général, como eh bien, il s'aperçoit qu'il y a d'autres axes. En fait, l'enfant, très souvent, est chez lui un chef d'État. Et se puis, encuentra lorsqu'il con arrive jefe à l'école, à la maternelle, au jardin d'enfants, en fait, c'est comme s'il se retrouvait dans une importante réunion, dans un tener que sommet ver de con chefs d'État et il se rend compte alors que haciendo les décisions à prendre, ce sont des décisions qui sont prises avec d'autres personnes, avec d'autres enfants. Et là, euh, il faudra apprendre également, apprendre à résoudre les conflits que generan qui peuvent preocupación en naître. los Et adultos. donc, Parte del cela peut desafío de esta passer, etapa par para exemple, los à travers les no violentos. morsures, etc. Alors, il faut apprendre donc aux enfants à résoudre leurs conflits de façon qui ne soit pas violente. C'est vrai qu'il y a d'autres contextes où, au contraire, les enfants ne sont absolument pas les rois, le centre de leur famille, et ce, pour différentes raisons. Et donc, nous devons demander aux familles de faire des efforts pour affronter toutes ces situations. C'est vrai que à ce stade, entre 3 et 5 ans, les enfants ont besoin du soutien de leurs parents pour résoudre leurs problèmes de façon non violente et pour en faire de même au niveau de l'école. Alors là, nous avons deux processus qui sont enclenchés dans cette période. Donc, euh, considérer l'apprentissage comme une expérience gratifiante, une expérience qui produit de la joie, du plaisir, etc. Et d'un autre côté, à partir de ce moment-là, il faudra également travailler sur la question du respect des sentiments de l'autre, c'est-à-dire comprendre les sentiments de l'autre, comprendre comment l'autre peut sentir, comprendre les émotions en général. Vamos a entrar a Alors là, nous allons parler d'un autre groupe, d'un autre segment d'âge. Et nous passons aux enfants de 5 à 9 ans. Et là, donc, il y a l'entrée à l'école. Et puis, il faudra tenir compte également d'éléments clés tels que le tempérament, les activités, etc., la création d'amitié et la gestion des conflits qui naissent à ce stade. Et donc, nous allons maintenant faire une pause pour nos interprètes. Et puis après la pause, nous allons voir quelles sont les 7 dimensions du tempérament et ensuite faire une introduction à la puberté pour qui conclut cette étape du développement de l'enfant. Alors, combien de temps avons-nous? Entonces vamos a dar 5 minutos y volvemos. 5 minutes de pause. Et puis, nous revenons pour parler des dimensions du tempérament. Bien. J'espère que vous avez pu vous dégourdir un peu, avoir bu un verre d'eau. Et voilà, nous sommes prêts pour affronter cette deuxième partie du webinaire où nous allons parler des dimensions du tempérament, ce qui va nous être très utile pour mieux comprendre cette étape du développement. Le tempérament
implique une série de caractéristiques qui définissent la personnalité. Donc, ce sont des traits de caractère, des traits qui vont nous permettre d'identifier les défis et les opportunités. Lorsque nous analysons le comportement d'un enfant, nous nous concentrons essentiellement sur cette partie de son comportement qui nous déplaît. Lorsque nous abordons la question de tempérament, nous allons voir par contre, ou essayer de voir ce qui peut constituer des points forts et des défis. Alors, la première dimension du tempérament est la dimension du niveau d'activité. Et là, vous pouvez faire cet exercice avec les enfants. Alors là, il y a un souci avec l'orateur. Alors, lorsque le niveau d'activité, le niveau est bas, c'est-à-dire lorsque l'enfant reste assis pendant de longs moments, si par contre son niveau d'activité est élevé, eh bien, l'enfant est toujours en mouvement. Eh bien, dans les deux cas, nous aurons des opportunités et des défis. Alors, Abel, Diego, désolé, est-ce que tu peux répéter car nous n'avons pas pu suivre tout ce que tu nous as dit. Alors, là, je vais essayer d'améliorer la connexion. Est-ce que ça va mieux? Bon, pour le moment, apparemment. Non. Alors, le niveau d'activité se base justement sur ce besoin qu'a l'enfant d'être en mouvement. Un enfant, donc, avec un niveau bas d'activité reste assis pendant de longues périodes, alors qu'un enfant qui a un haut niveau d'activité est un enfant qui est toujours en mouvement. Et donc, ce que je recommande ici, c'est de réfléchir quel est le tempérament de l'enfant dans chacune de ces deux situations. Alors, il peut s'agir de votre enfant ou d'un étudiant, etc. Et donc, faire cet exercice pour comprendre quel est le tempérament de la personne que vous avez devant vous, et puis voir ensuite quelles sont les coïncidences et les différences. Alors, un niveau d'activité élevé, quels sont d'après vous les bénéfices qu'il peut comporter? Et là, vous pouvez vous exprimer à travers le chat. Alors, quels sont les bénéfices pour l'enfant d'un niveau d'activité élevé? Et quels peuvent être également les bénéfices d'un niveau d'activité plutôt bas? Alors, pendant que vous réfléchissez à cela, je vais vous raconter quelque chose. Par exemple, un enfant qui a un niveau d'activité plutôt bas, plutôt faible, ce sera des enfants qui aiment assister aux concerts, aux situations, aux conférences, aux situations qui demandent plus d'attention, plus d'écoute, alors qu'un enfant avec un niveau d'activité élevé voudra renforcer ses capacités physiques, entre autres, hein. Donc, plus d'activités. Et alors là, le défi qui se pose est de savoir comment régler ce besoin d'activité pour arriver à être tranquille, alors que pour l'enfant qui a un niveau d'activité plutôt bas, le défi consistera à savoir comment affronter les activités qui demanderont un engagement physique plus marqué. Alors, deuxième caractéristique, alors c'est la régularité, c'est-à-dire avec quelle fréquence avons-nous besoin d'affronter les différentes situations, c'est-à-dire, par exemple, un niveau de régularité élevé,
la personne qui a faim et sommeil à la même heure tous les jours. Faim, sommeil ou n'importe quel autre besoin physiologique qui a besoin d'être satisfait toujours à la même heure tous les jours. Et donc, moi, par exemple, je suis une personne qui a faim et sommeil toujours à la même heure. Il y a d'autres personnes, par contre, qui ont un niveau de régularité plus bas. Et donc, ces personnes, ces enfants peuvent avoir faim ou sommeil à des moments différents de la journée. Alors, quel pourrait être un avantage d'un niveau de régularité plus élevé? Eh bien, il est plus facile dans ce cas de prévoir certains besoins et donc satisfaire ces besoins deviendra beaucoup plus facile. Et donc, lorsqu'on a par contre un niveau de régularité plutôt bas, la personne a tendance à être plus flexible dans ses horaires. Et donc, mais on risque de négliger le besoin justement de satisfaire ses nécessités. C'est vrai que ne pas pouvoir manger à la même heure tous les jours ou pour avoir sommeil pouvoir se coucher tous les jours à la même heure peut causer des frustrations, bien sûr. Alors là, on n'entend plus l'orateur. On a perdu le discours d'Abel. Alors, jusqu'où m'avez-vous reçu? Les 2, 3 dernières phrases. Alors, lorsque nous parlons d'un niveau de régularité élevé, eh bien, là, nous pouvons avoir le défi de la rigidité. C'est-à-dire, si j'ai toujours faim ou sommeil à la même heure, j'aurais parfois du mal à satisfaire ces besoins si il y a un inconvénient quelque part, et là, je peux me sentir mal à l'aise. Lorsqu'on parle de réponse, par contre, à ces nouvelles situations, la capacité donc de répondre et de réagir aux situations nouvelles, eh bien, si nous avons un niveau plutôt élevé de réaction, eh bien, c'est la personne aime rencontrer de nouvelles personnes, visiter de nouveaux endroits, essayer de nouvelles choses. Tandis que si le niveau est plus bas, la personne tendra à fuir les nouvelles personnes, elle se sent mal à l'aise dans les nouveaux endroits et rejette ce qui n'est pas familier. Et donc là, les nouveautés sont considérées comme un risque parfois. Et donc, d'un autre côté, nous avons des personnes, lorsque la réaction nouvelle, le niveau de réaction aux nouvelles situations est plutôt élevé, elle sera plus à même d'affronter les nouveautés. Et la personne est accepte plus facilement les nouveaux risques, alors qu'une personne avec un niveau plutôt bas de réaction aux situations nouvelles préfère rester dans le contexte qu'elle connaît. Cela peut impliquer une perte d'opportunités, de croissance, d'épanouissement, etc. Lorsque nous considérons par contre le niveau d'adaptabilité, eh bien, un niveau élevé d'adaptabilité la personne s'adapte rapidement au changement de routine ou d'environnement. Avec un niveau plutôt bas d'adaptabilité, la personne a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au changement de sa routine ou d'environnement. Et puis là aussi, les rapports avec les personnes sont influencés et l'adaptabilité est liée notamment aux routines et au temps dont nous avons besoin pour changer justement. Donc, il s'agit de voir si on peut s'adapter plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement lorsqu'il y a un changement. Donc, et voir quelle est notre capacité de changement si cela est nécessaire.
il y a des personnes pour lesquelles la routine est indispensable et si l'on altère cette routine, eh bien, elles auront du mal à régler leurs propres émotions. Si par contre le niveau d'adaptabilité est plus élevé, la personne est plus flexible et s'adapte mieux au changement, alors que lorsque le niveau est bas, le changement d'habitude peut poser des problèmes. Et donc, quels sont les risques? Une personne avec un niveau bas peut devenir plus rigide, plus sévère. Et puis, alors qu'une personne avec un niveau d'adaptabilité plus haut peut devenir inconstante, et puis être un peu victime des changements qui se produisent dans son environnement. Par exemple, là, nous avons une personne avec un haut niveau d'adaptation. Eh bien, là, nous voyons les personnes qui se mettent tout de suite à jouer avec la neige, alors que là, nous avons également l'image d'une personne qui n'arrive pas à s'adapter rapidement donc au changement dans sa routine. Et puis là, nous arrivons au cinquième élément, et c'est l'élément qui génère le plus de difficultés au moment de s'adapter à une nouvelle situation. Et là, je parle du niveau de distraction. Alors, il y a la personne qui a un niveau élevé de distraction, c'est quelqu'un qui fait attention à tout et son attention est souvent détournée. Lorsque ce niveau est plus bas, par contre, la personne se concentre sur une seule activité pendant une longue période. Cela signifie prêter attention aux détails, alors qu'avec un niveau, quels sont les avantages? Eh bien, si le niveau est élevé, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on parle de plus en plus de déficit d'attention. Mais une personne avec un haut niveau de distraction peut fonctionner à travers à travers un contexte multitâche. Les inconvénients pour quelqu'un qui a un haut niveau de distraction, c'est-à-dire incapacité peut-être à se concentrer sur des détails, à donner plus d'importance à une chose plutôt qu'à une autre. Et donc, ces deux extrémités ont bien sûr des conséquences par rapport au contexte. Alors là, nous aurons d'un côté les personnes qui lisent un livre jusqu'au bout, ou regardent un film jusqu'au bout, même s'il ne plaise pas, s'il ne lui plaise pas, alors qu'une attention qui a un niveau plutôt élevé de distraction, eh bien, elle va changer de livre, changer de film, ou changer constamment la chaîne sur sa télé, et c'est très fréquent. Et puis, nous arrivons également, donc il y a la persistance, et puis l'intensité. Et donc là, il y a les personnes qui ont un niveau d'intensité plutôt élevé, et donc ce sont des personnes qui montrent sa tristesse, sa colère ou toute autre émotion d'une manière que tout le monde ne peut remarquer. Et par contre, si ce niveau est plutôt bas, eh bien la personne ne va pas beaucoup ne montre pas beaucoup de changements dans ses émotions. Et donc, cela veut dire, par exemple, qu'on arrive à être plutôt neutre dans certaines situations. Par exemple, un juge qui doit faire preuve d'un niveau plutôt bas d'intensité et au moment de prendre des décisions, alors que dans le cas d'une personne avec un haut niveau d'intensité, eh bien, la personne va montrer tout ce qu'elle ressent. Et donc, il se peut que ainsi, on puisse piétiner les émotions des autres parce qu'on donne trop d'importance aux nôtres, alors que
lorsqu'on a un niveau plutôt bas d'intensité, eh bien, les personnes ne se rendent pas compte de nos émotions, mais nous sommes plutôt capables de comprendre les émotions des autres. Alors, pourquoi il est très important de bien connaître ces dimensions du tempérament? Parce qu'on ne pourra pas toujours dire qu'un enfant est distrait, trop distrait, ou qu'un enfant dérange, ou qu'il ne sait pas, il ne sait pas se contrôler. Mais il faudra parler d'un niveau de distraction élevé et connaître donc le problème et savoir que derrière cette caractéristique, il y a un potentiel. Face à un enfant qui ne s'adapte pas facilement à la routine scolaire, on peut trouver un enfant avec une énorme capacité d'adaptation, de réaction face aux nouveautés. S'il y a un enfant très réactif, eh bien là, il faut voir, être capable de voir quel est le potentiel, par exemple, de cet enfant par rapport au sport, par exemple. Alors là, je vous propose un autre exercice. Alors, imaginez qu'un enfant de 7 ans se lève obstinément de son siège au début de la classe. Vous lui demandez de retourner à sa place, mais il insiste pour rester debout. Et lorsque vous vous approchez du siège d'un autre enfant pour répondre à une question, celui-ci s'enfuit. Alors, imaginons cette situation et essayons de trouver une solution. Alors, là, nous avons la résolution du problème, comment comprendre les enfants pensent et ressentent, fournir de la bienveillance et de la structure et identifier les objectifs à long terme. Et puis là, nous aurons une série de questions qui vont nous aider à affronter la question. Alors, il faudra tout d'abord identifier le problème. Quel est le problème? Pour ensuite pouvoir le résoudre. Alors, quel est d'après vous le problème de l'enfant tel que je l'ai décrit dans l'exemple? Alors, c'est un enfant inquiet qui n'arrive pas à rester à sa place, un enfant hyperactif, un enfant qui a un niveau d'activité élevé. Alors oui, c'est bien parce que là, vous avez inclus ce regard qui embrasse également le tempérament. Alors, qu'est-ce que nous devons éviter dans cette situation? Éviter de qualifier l'enfant, ne pas émettre un jugement de valeur. Et c'est ce que font d'habitude les enseignants. Et donc, lorsqu'il faut identifier le problème, à partir du fait qu'il veut rester debout et qu'il a besoin également de sortir de la salle de classe. Alors là, nous avons le problème, mais nous ne savons pas pourquoi. Mais il faut éviter à tout prix d'émettre un jugement. Alors, je vous pose la question. Pourquoi un enfant de 7 ans a ce besoin d'être debout, de se mettre debout et de s'enfuir de la classe? Alors, quelles pourraient être les raisons qui nous font comprendre ce comportement? Ben, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui l'attire dehors. Alors là, il faut tenir compte des dimensions de son tempérament et de voir quel est son niveau. C'est un enfant curieux peut-être, un enfant qui veut tout connaître, tout voir. Oui. Alors, il y a un élément ici dont il faut tenir compte. Alors, d'un côté, nous voyons qu'il y a deux dimensions du tempérament qui jouent un rôle clé ici et peut-être même une troisième dimension. Alors, vous l'avez dit, il se peut que cet enfant ait un niveau d'activité élevé.
et qu'il a besoin de se mettre debout parce que rester assis pendant très longtemps représente pour lui un véritable défi. Quel est le niveau de distraction de cet enfant? Élevé ou bas? Élevé, n'est-ce pas? Apparemment, il a besoin d'explorer, de voir d'autres choses. D'accord. Et là, j'oserais même ajouter, si cette situation se répète tout au long de l'année scolaire, je dirais même qu'il se peut que nous ayons devant nous un enfant qui ne s'adapte pas, qui n'arrive pas à s'adapter à la routine scolaire. Et là, nous pourrions parler d'un niveau bas d'adaptabilité. Alors, très bien. Là, nous voyons 3 dimensions du tempérament. Et un niveau de persistance plutôt bas également. N'est-ce pas? Oui. Alors, rendons cet exercice encore plus difficile. Alors, si l'enfant présente ces caractéristiques de tempérament, nous connaissons les difficultés, mais voyons maintenant quelles seraient les opportunités. Que pourrions-nous faire à partir du potentiel d'un enfant qui a un niveau d'adaptabilité élevé? Alors, comment mettre à profit ce potentiel? Eh bien, alors on pourrait lui confier des tâches spécifiques. Alors, oui, c'est très bien. À mon époque, lorsque j'étais en classe, si je sortais de la salle de classe sans demander l'autorisation, très probablement j'aurais été punie. Mais que se passerait-il si, au contraire, nous parlons avec cet enfant et nous reconnaissons sa capacité d'adaptation? Et si nous pourrions peut-être lui dire, d'accord, sors de la salle de classe et puis fais 2 tours de la cour de récréation et puis reviens. Alors, cet besoin a besoin de sortir. Il sort en courant. Et alors, si nous tenons compte de ce besoin et nous l'incluons dans notre stratégie pour atteindre notre objectif de qualité de la structure. Et donc, si par exemple un enfant a un niveau élevé de distraction, alors que pourrions-nous faire dans ce cas? Quelles sont vos idées à ce sujet? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Alors, nous pourrions envisager de lui demander de réaliser une activité qui concerne l'ensemble de la classe et dans laquelle il puisse se sentir un acteur. Oui. Alors, il faut faire en sorte que cet enfant puisse profiter des différentes occasions d'encouragement que nous pouvons promouvoir, c'est-à-dire, et par exemple, à partir, essayer de focaliser son attention à partir de différents stimulants. Comment stimuler donc l'enfant? Oui, en fait, on peut également revenir à un autre élément dont nous avons parlé, c'est-à-dire voir quel est son niveau de persistance. Si ce niveau de persistance est plutôt bas, on pourra introduire plus facilement des changements et introduire également des petites variations, des petites transitions qui mèneraient l'enfant à accomplir jusqu'au bout son activité. Donc, il faudra renforcer, valider, encourager, etc. Et probablement pour un enfant qui a un niveau de persistance bas, il nous faudra en prévoir des activités plus courtes
Et au fur et à mesure que sa capacité d'affronter ces activités plus courtes, on pourrait lui confier des activités plus longues. Mais il ne faut pas, il faut voir comment on peut profiter des capacités de l'enfant au sein des dynamiques scolaires. Alors, il faut bien connaître également les ressources dont dispose l'enfant, c'est-à-dire ce caractère, cette structure que nous devons apprendre à connaître et euh, qui est positive, c'est-à-dire, alors, moi je crois que par rapport à ce que tu viens de dire, il est important de souligner l'importance de savoir reconnaître les différentes caractéristiques euh, par rapport aux dynamiques scolaires, c'est-à-dire ces caractéristiques, ces difficultés qui pourraient se présenter au moment de réaliser une activité, c'est bien ces mêmes caractéristiques qui lui permettraient peut-être d'affronter d'autres situations où la réaction doit être plus rapide et obtenir donc les résultats. Donc, un défi qui se pose aux enseignants, c'est justement celui-là, être capable de reconnaître ce genre de situation. Alors, lorsque nous incorporons ces éléments, nous réussissons à voir comment réaliser effectivement nos objectifs à long terme, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'enfant réussisse dans son processus d'apprentissage, qu'il devienne collaborateur, empathique, qu'il puisse également adopter des routines au niveau des horaires, par exemple. Euh, oui, bien sûr, ce sont des objectifs à long terme qui sont très valables. Lorsque nous pensons aux stratégies qui doivent intégrer ces différentes caractéristiques de tempérament, eh bien, il faudra là aussi tenir compte du besoin de fournir bienveillance et structure, et c'est-à-dire il faudra reconnaître la valeur de l'enfant et cela va lui donner de la sécurité, de l'assurance en lui-même. Et donc, c'est vrai, tous les enfants ont des structures et des différentes. Et alors, comment pouvons-nous adopter nos informations, nos indications pour qu'elles soient bien perçues par l'enfant? Donc, et s'assurer également que l'enfant a bien compris les consignes que nous lui avons données. Donc, lorsque nous nous connectons avec l'enfant, nous devons être capables d'affronter, malgré les difficultés, d'affronter ces défis. Et l'enfant doit pouvoir reconnaître dans son professeur, dans son maître, sa maîtresse, un allié. Et puis, il s'agit donc de promouvoir la confiance en soi-même et faire en sorte qu'il puisse découvrir ses propres capacités et avoir en lui-même cette confiance qui va lui permettre d'affronter ensuite la puberté et l'adolescence. Là, je vais m'arrêter très brièvement sur la puberté pour bien souligner qu'il s'agit d'une étape que nous allons aborder à partir de ce moment et qui va nous mener ensuite vers l'adolescence. Je crois que nous n'allons pas pouvoir affronter ce thème aujourd'hui. Mais concentrons-nous sur la puberté. Eh bien, dès l'âge de 10 ans, l'enfant va voir en lui des changements physiques et des changements hormonaux. Et, il aura des sautes d'humeur, il aura besoin de passer plus de temps avec ses camarades. Et puis, il devient plus vulnérable également. Et là, nous avons les risques du harcèlement scolaire.
des humiliations. Donc, l'enfant est extrêmement vulnérable au bullying, car l'enfant commence à vivre toute une série de changements émotionnels et corporels qui le mettent mal à l'aise. Et tout commentaire, toute critique peut provoquer en lui un énorme malaise. Et là, nous avons 5 raisons qui mènent à des conflits familiaux, par exemple. Et nous pourrions approfondir cet aspect dans la prochaine étape si vous le souhaitez. Alors, à cet âge, les enfants souhaitent être plus indépendants. Et cela peut inquiéter les parents car ils considèrent que leurs enfants ne sont pas prêts à prendre leurs propres décisions. Et puis, là aussi, les hormones peuvent provoquer des sautes d'humeur et les parents peuvent interpréter cela comme un manque de respect. Donc, il faudra également informer les parents. Les enfants, en outre, partagent plus de temps avec leurs amis et les parents peuvent ne pas approuver cela et cela contribue au malaise. Puis les enfants commencent également à forger leurs propres croyances. Ils peuvent commencer à être en désaccord avec leurs parents, donc. Et enfin, les parents, les grands-parents et ceux qui prennent en charge ces enfants sont préoccupés par la sécurité de leurs enfants. Mais pour, disons, conclure cette session, je vais faire ces 2 considérations. Si l'enfant est frappé, grondé, parce qu'il explore, le cerveau formera moins de connexions car l'enfant explorera moins. Et l'apprentissage sera lié donc à la douleur, au stress, à la peur et à l'agressivité. Si par contre, nous établissons un apprentissage et bien-être, satisfaction, etc., eh bien, nous fournissons à l'enfant plus d'outils utiles pour leur avenir. Alors là, je reviens. Et là, nous avons eu quelques soucis techniques, donc nous avons moins de temps à disposition. Mais je vous rappelle que nous aurons une autre session sur le thème de l'adolescence. Et là, les thèmes que nous avons abordés par rapport à la puberté seront repris. Alors, je crois que ce rapport que tu as établi entre l'expérience qu'a l'enfant lorsqu'il explore, c'est-à-dire s'il est frappé, grondé, ou si il est encouragé à l'exploration, cela va avoir énormément d'influence sur son épanouissement. Donc, est-ce que nous nous sentons satisfaits lorsque nous apprenons? C'est ça la question. Alors, bien sûr, lorsque nous apprenons et nous établissions un lien entre apprentissage et imposition, obligation, eh bien, nous voyons que les enfants, oui, peuvent répondre à cette requête de notre part, mais ils le font avec moins d'intérêt en n'employant pas tout leur potentiel. Lorsque l'apprentissage devient quelque chose d'agréable, lorsqu'il est ludique, eh bien cet apprentissage va non seulement encourager et faciliter son développement, son épanouissement, mais il va pousser cet enfant à s'exposer volontairement et de façon systématique à affronter de nouvelles expériences. Lorsque l'apprentissage devient un devoir, une obligation, l'enfant va s'éloigner le plus possible de tout ce qui peut être éducatif. Et cela va porter, bien sûr, préjudice à son épanouissement. Et donc, je crois que si nous travaillons sur le lien entre l'enseignant et l'étudiant, et dans cet espace,
nous avons une marge d'opportunité qui va faciliter l'apprentissage. En d'autres termes, si nous travaillons sur le lien, l'apprentissage vient tout seul. Si nous ignorons le lien, eh bien, il faudrait faire un énorme travail, aussi bien au niveau des enseignants que des enfants, pour favoriser, faciliter l'apprentissage. Bien. Je crois que avec ce que tu viens de dire, nous avons du matériel pour toute une journée de réflexion. Donc, surtout lorsque tu as parlé de liens, et comment favoriser, comment encourager la réflexion et comment faire en sorte que ce lien soit promoteur de bienveillance et de structure. Ce lien doit pouvoir établir les bases qui nous permettront ensuite d'atteindre les objectifs définitifs et à long terme. Et là, nous avons notre troisième phase, notre troisième webinaire qui va se concentrer sur l'adolescence, qui est, à mon avis, je crois que vous allez être d'accord, l'une des étapes les plus difficiles à vivre. Et donc, là aussi, nous devons voir comment nous pouvons générer des liens positifs avec nos adolescents. Oui, tout à fait. Mais avant de conclure, j'aimerais partager avec vous une autre idée. Alors, ce lien est indispensable. On ne saurait le remplacer et en aucun cas. Oui, nous pouvons bien sûr apprendre à distance, mais nous ne pouvons pas tisser des liens à distance. Et donc, ce lien qui se crée est un outil extrêmement important, non seulement pour l'enfant en bas âge, mais encore plus avec les adolescents. Donc, nous avons encore beaucoup de choses à dire et sur lesquelles réfléchir et nous le ferons au cours de la prochaine session. Je vous remercie de tout cœur de votre participation et je vous donne rendez-vous pour la troisième session de ce cycle de webinaires que nous avons organisé avec le BICE. Alors, merci Abel, merci de votre patience. Surtout au début, on nous a grondés. Alors, à vous tous et à vous toutes, je vous dis bonjour, bonsoir, bon après-midi et je vous donne rendez-vous à la prochaine session à travers le même lien. Merci et au revoir.